On fait tous de l'art brut. Certains ne savent pas qu'ils en font et d'autres pensent qu'ils n'en font pas. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ce petit livre écrit par Michel Ragon, Journal d'un critique d'art désabusé. Et en effet, il est désabusé, notre Michel Ragon, dans ce livre. Un mot sur Michel Ragon d'abord. C'est un auteur que je pratique déjà depuis plus de 20 ans. Je lui dois beaucoup. Entre autres, le livre, la monographie en 5 tomes, Art abstrait, qu'il a écrit en collaboration avec Michel Seuphard, est pour moi un monument fondamental. Le gros de mes connaissances en art abstrait, je les ai acquises au contact de cette somme somptueuse, magnifiquement illustrée et fondamentale pour comprendre les diverses familles de l'art abstrait. Aussi, Michel Ragon, autodidacte, il a abandonné l'école à l'âge de 13 ans, a toujours eu le souci d'écrire lisiblement afin d'être compris. Et il nous dit également que cette acquisition ou cette maîtrise de la langue française lui a coûté tant d'efforts qu'il ne lui serait pas venu à l'idée de la déconstruire. Et quant à moi, qui n'est qu'un modeste amateur, je pressens bien toute la part de supercherie ou d'imposture qu'on peut y trouver dans certaines revues savantes sur l'art moderne, entre autres. Et ça me désole car je veux comprendre. Et il me vient en tête cette citation de Lacan, auteur important, qui, lorsqu'il soumettait l'une ou l'autre de ses communications à sa garde rapprochée et qu'il constatait que sa garde comprenait, eh bien, il disait « obscurcissons maintenant ». Serge Cardinal, professeur de cinéma à l'Université de Montréal, connaissait cette citation-là et me confiait que Pierre Bourdieu, suite à une autre citation d'un autre auteur dont le nom m'échappe, qui lui prétendait que pour présenter une communication savante, ça prenait au moins 10% d'obscurité pour à la fois éloigner le chaland et à la fois pour mettre une distance entre le lecteur ou l'étudiant. Et ce à quoi Pierre Bourdieu répliquait, non, non, pas 10%, 25% d'obscurité. C'est bien ce que je ressens lorsque je lis des communications qui visiblement ne me sont pas destinées. Moi, public amateur. Me vient en tête également cette autre citation que je vais vous lire, qui est tirée de Conversation avec Kafka de Gustave Janouch, une citation attribuée à Franz Kafka. La langue n'est plus ici un lien. Les auteurs ne parlent plus ici que chacun pour soi. Ils font comme si la langue leur appartenait personnellement. Et pourtant, elle n'est donnée aux vivants que pour un temps indéterminé. Nous n'avons le droit que d'en user. En réalité, elle appartient aux morts et à ceux qui sont encore à naître. N'est-ce pas assez clair?
on ne dispose pas de la langue comme bon nous semble. Alors Ragon, oui, qui également est un auteur libertaire, qui a beaucoup écrit sur à la fois la littérature prolétaire et également sur les diverses littératures anarchistes, romancier aussi, et qui m'a également ouvert les portes de l'art brut. De là la petite citation en introduction. Et c'est le sentiment que j'ai que tout le monde, que nous tous, nous faisons de l'art brut. Sauf que certains ne le savent vraiment pas et d'autres font mine de ne pas le savoir. Alors, je vais vous lire 3 ou 4, 5 petits passages. Le 24 décembre 2008, dans Le Monde, un article étonnamment perspicace d'un graveur qui m'est inconnu, Aude de Queyros. New York a fait de l'art contemporain un financial art, produit financier haut de gamme. Il y a en réalité deux entités, l'art et le financial art, dit art contemporain. Une politique menée par un corps de fonctionnaires de la culture, les inspecteurs de la création, qui ont consacré durant 30 ans, qui ont consacré 30 ans durant 60% du budget destiné aux acquisitions d'artistes vivants à l'achat dans les galeries new-yorkaises d'œuvres d'artistes vivant et travaillant à New York. Ils ont conforté la place financière de New York et ruiné la place artistique de Paris. À ce propos, je vous conseille l'ouvrage Comment New York vola l'idée d'art moderne de Serge Guilbeault. On y voit toutes les tractations, tous les jeux intello-politiques qui ont amené à assurer d'une certaine façon la suprématie artistique des Américains. Le jeu politique et économique qui s'y trouve. Une telle dénonciation était impossible à publier il y a 30-40 ans. Je me suis maintes fois essayé sans succès. Et l'article aurait-il été publié qui n'aurait intéressé personne? Ceci dit, l'article de Aude de Queyros a-t-il intéressé quelqu'un, à part moi? « 27 avril, toujours 2011. 5% de la collection François Pinault, le riche industriel, exposée au Garage, Centre d'art contemporain de Moscou. Maurizio Catalan, Jeff Koons et une accumulation d'instruments de musique en inox par l'Indien Subodh Gupta. Les accumulations, Arman a déjà donné, et fort bien. Étrange de voir ce grand industriel, l'un des hommes les plus riches de France, se passionner pour le non-art. Est-ce à dire que l'argent ne vaut rien et qu'il le démontre en collectionnant du vide? Alors ici, il nous parle de l'exposition de Lucian Freud au Centre Georges Pompidou. À la nudité, dans une complaisance de crudité vite insupportable, Lucian Freud répond « Ce qui m'intéresse chez les gens, c'est le côté animal. Mais les animaux sont toujours beaux. » Et il ne montre pas ce côté avachi dans lequel Freud se délecte. Aucun éléphant, aucun hippopotame ne présente l'aspect répugnant
des femmes énormes, ventrues, adipeuses, que Freud se complaît à représenter. On associe souvent Freud à Bacon comme les deux plus grands artistes britanniques contemporains. Cette comparaison m'étonne. Bacon peut représenter des scènes érotiques ambiguës. Elle n'en reste pas moins, toujours avant tout, de la peinture, avec sa perception si particulière de la composition, avec son chromatisme si personnel. Il y a de la névrose chez Bacon, mais tout est transcendé, tout est métamorphosé par son talent si particulier d'artiste. En réalité, Freud n'attire l'attention que par l'énormité de ses sujets, par la provocation de son exhibitionnisme. Enlevé à cela, il ne reste qu'un peintre académique. Ici encore, Michel Ragon nous cite un article de Jean Clair où il dénonce, et disons-le franchement, je partage l'indignation de Jean Clair, où il dénonce Murakami, Jeff Koons et Damien Hirst, qui sont, à mon sens, des artistes absolument insignifiants. Jeff Koons, ses sculptures de chiens, c'est d'un kitsch absolu, d'une insignifiance redoutable. Les photos pornographiques de la Cicciolina exposées dans un musée, je comprends qu'elles peuvent provoquer on va dire un peu de scandale. On a tous vu ça des milliards de fois. Et quant à Damien Hirst, c'est la même chose. C'est mortellement ennuyeux. Et pourtant, ces peintres mentionnés sont dans les 10 premiers vendeurs de la peinture mondiale. Alors, ce que nous dit Jean Clair? Jean Clair dénonce ce mécanisme de haute spéculation financière entre 2 ou 3 galeries, une maison de vente et un petit public de nouveaux riches. Il présente Jeff Koons comme un trader. L'art plastique, souligne-t-il, avait échappé jusque-là à la culture festive où notre civilisation croit connaître son accomplissement. Mais Murakami et ses mangas insérés dans le palais de Versailles sont-ils festifs? Je n'en crois rien. Il ne s'agit que de la complaisance du conservateur du château qui croit devoir être festif et qui pense être d'avant-garde en donnant la main à la spéculation mondiale. N'oublions pas que Jean-Jacques Yagon, qui organise les intrusions de Jeff Koons et de Murakami au château de Versailles, a été l'employé de M. Pinault à Venise et que Jeff Koons et Murakami sont parmi les plus belles pièces du portefeuille de celui-ci. On continue. Je lis 2 derniers petits passages. Oui, l'autre, on est plutôt ici, nous étions en 2010, maintenant nous sommes en 2011, le 16 janvier 2011. Puisque le centre du monde retourne en Asie, il y était déjà au temps superbe de la vieille Chine, Singapour et Hong Kong s'imposent comme les nouvelles capitales artistiques. Enfin, précisons, du monde marchand, du monde spéculatif, les beaux-arts étant devenus des valeurs boursières. Foire de Singapour en janvier, foire de Hong Kong en mai. Singapour, nous dit Le Monde du 16 janvier, Henri Bellet, signataire,
est l'endroit du monde, pas le journal, mais l'univers, qui compte le plus de milliardaires. Le coffre le plus sécurisé du monde d'aujourd'hui, il mesure 25 000 mètres carrés. Oui, parce que maintenant, les œuvres d'art, ces œuvres d'art payées à des prix rocambolesques, sont entreposées dans des musées, enfin des entrepôts qui ne sont pas accessibles au grand public, des entrepôts extrêmement sécurisés et que l'on trouve en Suisse, entre autres choses. Mais Singapour lui-même a ouvert de ces entrepôts d'objets qui ne sont que des objets de spéculation. Il faut bien le dire. Alors, un dernier. Nous sommes le 17 mars. La Chine arrive en deuxième place du marché mondial de l'art, titre Le Monde. Ce qui n'est plus le cas. Maintenant, en 2013, la Chine a pris la première place. Précisons, juste derrière les États-Unis, l'artiste chinois Zhang Daqian est le troisième sur la liste des meilleures ventes aux enchères mondiales en 2010, juste derrière Picasso. Qui a vu des œuvres de Zhang Daqian? Pas moi, bien sûr. Le Musée d'art moderne de la ville de Paris, toujours insolent, présente une exposition Van Dongen. Il fallait oser. Alors voilà, en espérant que cela va vous donner le goût d'aller lire les ouvrages de Michel Ragon et de ne pas vous laisser éblouir par ces prix que de très riches milliardaires sont prêts à payer pour s'offrir des œuvres qui, à mon sens, ne sont que du vide, un pur néant. Et finalement, peut-être le seul véritable spectacle qui nous reste maintenant, étant donné que nous avons tout vu, eh bien, c'est le spectacle des places boursières affolées lors de crash, qui ne manqueront pas de se produire encore et à nouveau dans les prochaines années, mais malheureusement, cet écrasement des places boursières nous entraîne dans une chute vertigineuse et où nous paierons sans doute de notre vie, de notre sang, de notre existence. L'argent qui phagocyte nos existences. L'argent qui vampirise nos vies. Et dont les artistes les plus cotés ne sont que la représentation vampirisée, anémiée de nos propres existences, rendues aléatoires par cette folie, cette frénésie spéculative, le spectacle mortifère de la spéculation. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Les vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, vous pouvez aller la parcourir. Et restez poli. J'ai eu quelques personnes qui croient qu'être impoli est un signe d'originalité. Oh que non! Je suis d'avis aujourd'hui que faut être extrêmement poli. Quand on veut vraiment être un véritable insurgé, on reste poli. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.